Bonjour à tous et bienvenue dans notre présentation sur les transistors bipolaires. Nous allons faire un résumé de ce composant très important en électronique que vous avez vu lors de votre cours de semi-conducteur 1. Débutons. Tout d'abord, le transistor bipolaire peut être de deux types, soit constitué de jonctions NPN ou son opposé, constitué de jonctions PNP. Dans les deux cas, le principe est très similaire et nous allons voir la différence sous peu. Principalement, le transistor est commandé par un courant. Le courant envoyé à sa base. Le rapport entre son courant de base et le courant à son collecteur est défini comme étant le gain du transistor. Un faible courant de base amènera un plus gros courant au collecteur. Et ce rapport ou ce gain est défini par ce qu'on nomme le βCC ou parfois par les lettres HFE. Le transistor peut être utilisé en plusieurs modes. Si on résume les trois modes principaux de fonctionnement, on peut parler du mode blocage, dans lequel le transistor est vu comme un interrupteur ouvert, et le courant IC est nul. Il n'y a aucun courant au collecteur. Ce qui est l'opposé en mode saturation. Le mode saturation est simplement vu comme un interrupteur fermé, ce qui veut dire que le courant au collecteur est presque à son maximum. Ce sont, on pourrait dire, les deux extrêmes du fonctionnement du transistor, soit bloqué ou soit saturé. Mais il y a un mode entre les deux, qu'on pourrait appeler le mode amplificateur. Dans ce mode, on doit se maintenir entre le blocage et la saturation, et l'objectif est de créer un courant IC qui est une copie du courant IB, donc à la base, mais amplifié. Nous savons qu'il y a un gain de courant entre la base et le collecteur, et le mode amplification va donc utiliser cette caractéristique du transistor pour amplifier le courant de base vers le collecteur. Continuons. Si on détermine nos bornes, nos courants et nos tensions présentes autour d'un transistor, il est bien important de les distinguer car nous allons les utiliser tout au long de notre étude. Tout d'abord, pour le transistor NPN, qu'on reconnaît avec sa flèche qui va vers l'extérieur, où le truc ne pénètre pas. La flèche quitte le transistor. À l'inverse du transistor PNP, où le truc pénètre, la flèche pénètre à l'intérieur du transistor. Le transistor NPN va nous servir tout au long de notre étude. Nous allons faire un ou deux exemples avec le transistor PNP, mais il est important de comprendre que les deux fonctionnent de la même façon, sauf que les courants circulent à sens inverse. Parlant des courants, nous connaissons les bornes du transistor, soit la base, ici, le collecteur, dans lequel le courant va arriver, et l'émetteur, là où le courant, pour un NPN, va quitter le transistor, dans le sens de la flèche. Le courant qui provient de la base est appelé le courant IB, le courant du collecteur, le courant IC,
et le courant de l'émetteur, le courant IE. Il faut voir le courant de base qui se dirige vers l'émetteur et le courant IC qui se dirige aussi vers l'émetteur comme se combinant tous les deux, et ce qui nous amène à notre première formule pour déterminer que le courant IE est l'addition des deux courants, collecteur et base, comme s'ils se rejoignaient ensemble pour former le courant IE. Nous savons aussi que le courant au collecteur est une copie amplifiée du courant de base. Si nous prenons donc le courant de base IB, multiplié par le gain du transistor qu'on nomme le βCC ou HFE, selon la fiche technique, nous allons obtenir le courant IC au collecteur. Pour l'instant, gardons ces caractéristiques en tête. Regardons maintenant du côté des tensions. Plusieurs tensions ne seront pas trop utilisées dans notre étude, comme la tension entre la base et le collecteur, qui habituellement ne rentre pas dans nos calculs. Mais les tensions qui sont importantes à se remémorer, principalement la tension VBE, donc la tension entre la base et l'émetteur. À l'intérieur du transistor, dans le sens de la flèche, il faut visualiser une jonction semblable à une diode. Nous connaissons qu'une diode circule dans un sens, le courant circule dans un seul sens, et qu'il y a une chute de tension d'environ 0,7 volts lorsque la diode est passante. C'est cette tension VBE d'environ 0,7 volts qu'il faut se remémorer. Par la suite, lors de nos calculs, nous allons souvent déduire la tension VCE, soit la tension entre le collecteur et l'émetteur, qui va dépendre si le transistor est passant ou bloqué ou quelque part entre les deux. Ce sont donc les courants et les tensions avec lesquels nous allons travailler pour le transistor. Continuons. Débutons par un exemple simple pour se remettre un peu dans le bain. Avec ce petit schéma, nous devons être capables de déterminer les courants et la tension VCE de notre transistor. Donnons-nous des valeurs de résistance pour débuter notre calcul. Nous avons donc 5 volts appliqués à la base, VBB, tension qui traversera une résistance à la base de 3,3 kg, la tension ARB, la résistance ARB. Et de l'autre côté, nous avons au collecteur la tension VCC de 20 volts, laquelle traversera une résistance ARC d'environ 100 ohms. On remarque tout de suite, avec les valeurs des résistances, qu'une résistance de 3,3 kg ne laissera pas passer beaucoup de courant. C'est normal, parce qu'un transistor demande un faible courant de base dans le but de commander un plus gros courant collecteur-émetteur, qui traversera donc une résistance beaucoup plus faible, beaucoup plus facile à traverser pour le courant. Il nous manque un élément pour débuter notre analyse, et c'est le gain de notre transistor. Selon la fiche technique, nous trouvons, pour cet exemple particulier, un gain BCC égal à 100.
Avec ces valeurs et ce que nous connaissons, nous devrions être capables de déterminer les tensions et les courants. Vous pouvez, si vous voulez, faire pause à cette vidéo et tenter vous-même de faire les calculs. Revenons dans quelques instants. Allons-y. Tout d'abord, il faut s'assurer que nous nous rappelons que la tension, lorsque le transistor est passant, entre sa base et son émetteur, est l'équivalente à la chute de tension dans une diode, dans le bon sens de la flèche. Ce qui veut dire environ 0,7 volts. Si nous avons 5 volts ici, et une masse en bas ici, à 0 volts, mais que nous avons une chute de tension de 0,7 dans notre circuit ici, qui circule de la base vers l'émetteur, nous devrions être en mesure de définir qu'il y a donc 4,3 volts de restant à cette résistance RB. Et c'est la première étape de notre calcul. Pour trouver le courant IB, nous prenons donc 5 volts moins la chute de tension VBE, ce qui nous reste 4,3 volts, divisé par la résistance. Une tension dans une résistance donne un courant. Et nous avons donc ici 4,3 volts divisé par 3,3 kg, environ 1,3 mA. Il y aurait donc 1,3 mA qui circule dans mon courant de base IB. En deuxième étape, nous savons qu'un faible courant IB contrôle un plus gros courant IC. Quel est le rapport entre ces deux courants? Eh bien, c'est le βCC. Le courant IB de 1,3 mA doit donc être multiplié par le βCC. De l'autre côté, nous aurons un courant 100 fois plus grand. Eh bien, 100 fois 1,3 mA nous donne bien 130 mA, qui circulera donc comme courant IC. Il nous reste maintenant le courant IE à déterminer, courant à l'émetteur. Et nous nous rappelons que le courant à l'émetteur est l'addition du courant IB auquel vient rejoindre le courant IC. Les deux courants se rejoignent et forment le courant d'émetteur. Nous pouvons donc additionner le courant IB et le courant IC pour former le courant IE, qui dans notre cas donnera 131,3 mA. Comme vous pouvez voir, la différence entre le courant IC et le courant IE est minime. Et très souvent, nous allons négliger cette différence et nous allons considérer que le courant IE est semblable au courant IC. C'est très important de faire cette approximation dans plusieurs de nos calculs. Et vous voyez que il y a environ, dans notre cas ici, 1 mA de différence sur 100 quelques milliampères, donc de l'ordre de moins de 1% de différence, ce qui est négligeable dans les calculs habituellement. Il nous reste une chose maintenant à trouver. Quelle tension est présente entre le collecteur et l'émetteur? Nous savons qu'il y a 20 volts de source au collecteur et un certain courant qui circule dans une résistance. Est-ce que nous pouvons calculer la chute de tension dans cette résistance? Eh bien oui, un courant dans une résistance devrait nous donner une chute de tension. 130 mA
qui circule dans une résistance de 100 ohms, vous devriez, même sans calculatrice, être capable de déduire qu'il y aura 13 volts de chute de tension dans la résistance RC. 130 mA fois 100 ohms. Si on perd 13 volts dans la résistance RC, combien m'en restera-t-il au collecteur, entre le collecteur et l'émetteur? Eh bien, nous pouvons appliquer, si vous le voulez bien, cette formule, mais elle est encore plus efficace, au lieu de vous remémorer des formules par cœur, de vous remémorer le principe. Comme je viens de vous dire, 20 volts moins la chute de tension dans une 100 ohms, soit le courant fois la résistance, IC fois RC, 130 mA fois 100 ohms, il reste donc bien 7 volts entre mon collecteur et mon émetteur. Nous avons réussi à trouver tous les courants et toutes les tensions importantes de notre premier exemple. N'hésitez pas, encore une fois, à poser des questions sur le canal Teams si vous avez besoin de parfaire vos connaissances à ce sujet. Continuons notre étude. Nous avons parlé de 3 modes dans lesquels le transistor va fonctionner habituellement. Le mode blocage, le mode saturation et le mode amplification. Commençons par définir le mode blocage. En mode blocage, il faut voir le transistor comme un interrupteur ouvert. Un interrupteur ouvert ne laisse passer aucun courant. L'interrupteur est ouvert, il n'y a donc aucun courant, ni au collecteur, ni à la base. Et toute la tension, comme un interrupteur ouvert, se retrouvera aux bornes de mon transistor entre le collecteur et l'émetteur. Donc, toute la tension appliquée au collecteur sera présente aux bornes du transistor entre son collecteur et son émetteur. Avec le même exemple que nous venons de voir, trouvons encore une fois les courants et la tension VCE, si cette fois-ci nous sommes en mode blocage. Un mode blocage veut dire aucun courant, et donc on pourrait s'en assurer avec une tension de base qui est nulle. Si nous mettons 0 V à la base, 0 V moins la tension VBE divisé par la résistance ici, 0 divisé par 3.3 K va tout de même donner 0 mA. Il n'y a donc aucun courant de base. Même si nous multiplions le courant de base par le gain, même s'il est 100 fois plus gros, nous pouvons donc définir qu'il n'y a aucun courant de collecteur, 0 mA aussi au collecteur. S'il y a 0 mA, aucun courant qui circule dans la résistance RC, est-ce qu'il y a une chute de tension dans la résistance RC? Eh bien non. Il n'y a donc aucune chute de tension dans la résistance RC. Si nous voulons calculer notre VCE, nous pouvons donc déduire que 20 volts, soustrayant 0 mA dans une 100 ohms, donc 0, 20 volts moins 0 de chute de tension, l'ensemble du 20 volts se retrouve aux bornes de mon transistor, exactement comme un interrupteur ouvert. Voilà le mode blocage. Tout le courant est bloqué par le transistor. À son opposé, nous avons le mode saturation. Le mode saturation est lorsque l'interrupteur est l'équivalent de fermé, ce qui veut dire que le circuit est fermé, le courant peut circuler librement, presque
Tout le courant va donc circuler dans le transistor et nous aurons à peu près aucune chute de tension au bord du transistor, comme un interrupteur fermé, lequel est considéré comme un court-circuit. Dans la réalité, ce n'est pas exactement un court-circuit. Entre le collecteur et l'émetteur, en mode saturation, ce n'est pas exactement 0 volt qu'il y a comme un vrai interrupteur fermé, mais peut-être un petit 0,2 volt ou quelque chose comme ça. Encore une fois, cette valeur est négligeable et pour nos calculs, nous allons considérer qu'en mode saturation, il n'y a aucune tension entre le collecteur et l'émetteur. Avec cette déduction, reprenons encore une fois le même circuit. Calculons nos courants, IB, IC, et notre tension VCE dans le mode saturation. Dans le but de saturer mon transistor, nous avons appliqué une tension élevée à la base. Nous avons cette fois-ci mis 10 volts. Regardons qu'est-ce qui va se passer. Commençons par calculer le courant de base. Si nous avons 10 volts, moins la chute de tension de 0,7, donc 9,3 volts, dans une résistance de 3,3 kg, nous pouvons déduire qu'il y a 2,8 mA qui va circuler par la base. 10 volts moins le 0,7 dans une 3,3 kg. Ce 2,8 mA qui circule à la base va être amplifié d'un facteur βCC, donc d'un facteur de 100, pour définir mon courant collecteur ici. Mon courant collecteur pourrait donc être de 280 mA si le circuit le permet. On va voir pourquoi. Donc, la commande IB pourrait permettre un courant IC allant jusqu'à 280 mA, soit 100 fois plus grand que le courant IB. Qu'est-ce qui va se passer ensuite par rapport à la tension VCC et la chute de tension dans la résistance RC? Eh bien, nous avons dit que selon notre hypothèse, lorsque le transistor est saturé, il n'y a aucune tension VCE, comme un interrupteur fermé, presque comme un court-circuit entre le collecteur et l'émetteur. Il y a donc environ 0 volts ici. Où se retrouve donc le 20 volts? Il est entièrement appliqué à la résistance RC. Nous avons 20 volts dans une 100 ohms. Vous devriez assez rapidement faire le calcul mental, si vous êtes capable, pour définir qu'il y aura alors 200 mA qui peuvent circuler. C'est bien ce que nous trouvons. La tension VCC dans la résistance RC, 20 volts divisé par 100 ohms, nous donnerait 200 mA. Ce qui veut dire que même si je commande et je demande au transistor un plus gros courant, je pourrais mettre ici 20 volts ou 30 volts, eh bien, le courant de saturation, IC saturation, à son maximum sera de 200 mA. Nous avons donc trouvé le point de saturation de notre transistor qui agit en ce moment comme un interrupteur fermé. Est-ce que notre commande IB permet d'atteindre le courant de saturation? Eh bien oui, dans notre cas, notre courant IB voudrait même commander un courant qui pourrait être encore plus élevé, donc nous sommes bel et bien sûrs que nous avons atteint la saturation du transistor. Il est, on pourrait dire, à son maximum passant.
Il nous reste maintenant un troisième mode, le mode amplification, le mode qui se situe ni au blocage ni à la saturation. Il faut vraiment voir le mode amplification que nous allons développer encore plus en détail dans notre prochaine présentation, qui portera sur les amplificateurs. Il faut voir l'amplification comme une superposition de deux tensions. La tension CC, donc la tension continue, et la tension AC qui sera appliquée par-dessus cette tension CC. Nous avons donc une tension de base VBB que nous pouvons définir en analyse CC, mais cette tension sera additionnée à une forme d'onde CA. Nous avons donc, on pourrait dire, un offset DC sur une forme d'onde AC. Quand nous allons faire ces analyses, si vous vous rappelez en semi-conducteur 1, il est important de redessiner le circuit du transistor dans sa version AC. En mode AC, toutes les sources DC doivent être remplacées par des courts-circuits. Les sources DC n'existent plus lors de l'analyse AC. Mais il y a une deuxième étape importante. Il y a une petite résistance qu'on appelle la résistance R'E. Résistance qui se trouve uniquement en AC à cause des différents effets parasites à l'intérieur du transistor. Une résistance entre sa base et son émetteur. Ce n'est pas exactement un court-circuit pour le courant AC. Il y a une petite résistance, la résistance R'E. Avec ces deux éléments en tête, soit que les sources DC deviennent des courts-circuits et l'ajout de la résistance base émetteur R'E, tentons de redessiner un circuit. Prenons ce circuit de transistor comprenant une source VCC, une résistance RC, une source DC pour la base, la tension VBB, et cette fois-ci, nous ajoutons une source AC, qui pourra être n'importe quelle forme d'onde, provenant peut-être d'un micro ou d'un générateur de fonction qui donnera une forme d'onde AC. Ces tensions traverseront la résistance de base RB et vont pénétrer dans la base du transistor vers son émetteur. Comment pouvons-nous redessiner ce circuit maintenant en mode AC? Eh bien, tout d'abord, les sources DC deviennent des courts-circuits. La source VBB ici devient un court-circuit. Et nous additionnons ici une petite résistance. Il n'y a plus que la résistance RB, il y a aussi la résistance R'E qui se retrouve entre la base et l'émetteur. C'est ainsi que nous devons redessiner notre circuit en mode AC. Si nous regardons les tensions en mode AC, vous remarquez qu'en mode AC, nous utilisons des lettres minuscules pour différencier les tensions DC en lettres majuscules et les tensions AC. Il y aura toutefois une tension VB à la base. Tension AC présente à la base. Nous savons que le transistor devra amplifier cette tension et de l'autre côté, à partir du collecteur, entre le collecteur et la masse, nous allons avoir une tension VC, donc la tension du collecteur, en mode AC. Ce sont les tensions qui nous importent lors de notre analyse AC.
il faut se rappeler que le transistor va appliquer un gain. On se rappelle du gain en courant, qui était le bêta en mode DC, mais maintenant en mode AC, nous allons appeler le gain, que nous nommons AV ici, comme étant au plus simple le rapport entre la tension de sortie et la tension d'entrée. C'est important de se rappeler cette vérité très simple. Un gain sera toujours la tension de sortie sur la tension d'entrée, soit la tension VC sur la tension VB. Si nous avons 10 volts à la sortie et 1 volt à l'entrée, nous aurions un gain de 10, tout simplement. Par contre, pour nos calculs, nous devons pousser un petit peu notre réflexion. Et ma façon de le voir est un peu peut-être simplifiée, négligeant plusieurs peut-être petits calculs et des détails, mais vous allez voir que ça permet de comprendre le principe assez efficacement. Nous savons qu'il y a un gain de courant. Le transistor forme un gain de courant. Un courant dans une résistance forme une tension. Et le gain en AC est donc la tension de sortie sur la tension d'entrée. Mais si le rapport entre les tensions a un lien avec le courant dans une résistance, est-ce qu'on peut dire alors qu'il existe le même rapport entre les tensions qu'il existe entre des résistances de notre circuit? C'est comme ça que je me l'explique pour ma part. Voyez la résistance ARC qui est ici? Et qu'est-ce qu'on a ici? On a la résistance R'. Eh bien, on peut donc dire que le rapport entre la résistance ARC et la résistance R' est le même rapport que la tension VC dans la tension VB, qui est donc la tension dans R'. C'est pour ça que notre formule de gain est aussi équivalente, lorsqu'on parle en mode résistance, de dire que c'est la résistance RC divisée par la résistance R'. C'est le même rapport que de dire la tension VC sur la tension VB. C'est ma façon de l'expliquer. Petit détail, mais que nous verrons plus tard, mais ça va peut-être vous remémorer quelque chose de semi-conducteur 1. Rappelez-vous que avec le transistor, il y a une inversion de phase entre le collecteur et la base. Nous allons voir plus en détail lors de l'analyse des amplificateurs pourquoi cette inversion. En fin de compte, entre la base et l'émetteur, il n'y a pas de déphasage, mais par rapport au collecteur, il y a un déphasage de 120 degrés. Nous allons étudier cela plus en détail lors de notre prochaine présentation. Pour l'instant, remémorez-vous donc les formules de gain en tension. Faisons tout de suite un petit exemple. Comme nous avons notre formule de gain RC sur R', appliquée dans ce petit circuit, très simple, d'amplification, est-ce que nous sommes capables de déduire la tension de sortie si nous appliquons à l'entrée 50 mV directement à la base? Commençons donc par la première étape, trouver notre gain. Nous avons ARC de 2 kg et R' de 50 ohms. Dans notre formule, 2 kg divisé par 50 ou 2000 divisé par 50 donne donc 40. Nous aurions un gain
de 40. La tension de sortie sera 40 fois plus grande que la tension d'entrée. Il nous reste ensuite simplement à multiplier le 50 mV présent à l'entrée par mon gain de 40 pour nous donner 2 volts à la sortie. Un faible signal de 50 mV à l'entrée me donnera donc un signal de 2 volts à la sortie. C'est évidemment une simplification, mais c'est pour bien comprendre notre formule et le principe du gain. Maintenant, nous allons entrer dans un aspect important de l'analyse du transistor. Lorsque nous concevons un circuit, il faut s'assurer de positionner, en fin de compte, le point d'opération du transistor. Nous nous rappelons, qu'est-ce qu'on a dit? En amplification, on se situe quelque part entre le blocage et la saturation. Nous ne voulons ni atteindre le blocage, ni atteindre la saturation. Le point opérationnel, le point où se situe le transistor quelque part entre les deux, s'appelle le point Q. C'est le point opérationnel. Si nous prenons ce circuit, ici, encore une fois très simplifié, avec une tension à la base, une résistance de base, une tension au collecteur, une résistance de collecteur, et un gain bêta CC de 200. Nous devrions être capables de trouver les valeurs du courant IC et la tension VCE pour 3 conditions. La première condition, lorsque nous avons 10 volts de VBB, qui est donc le point actuel d'opération, là où le transistor fonctionne vraiment. Mais nous allons créer 2 hypothèses. L'hypothèse de si le transistor atteignait le blocage et l'hypothèse de si le transistor atteignait la saturation. Et nous allons voir où on se situe entre ces 2 extrêmes, où notre point Q est situé entre le blocage et la saturation. Commençons par trouver le point Q. Nous commençons à être à l'aise avec ce type de calcul. Comment trouver le courant IC et la tension VCE dans ce circuit? Si vous voulez encore une fois le faire par vous-même, je vous y encourage. Faites pause à cette vidéo et revenez lorsque vous aurez trouvé la réponse. Allons-y ensemble. Nous avons 10 volts à VBB. Nous avons une chute de 0,7 ici, entre le collecteur, entre la base et l'émetteur. Ce qui nous fait donc 9,3 volts, 10 volts moins 0,7, divisé par 47 kΩ. Nous allons donc laisser circuler un courant de base de environ 200 microampères, 198 microampères, un très faible courant de base. Par contre, nous savons que ce courant de base sera amplifié 200 fois par le bêta CC. Si nous multiplions 200 fois le courant de 198 microampères, nous obtenons donc 39,6 mA, près de 40 mA. Nous savons donc qu'il y aura un courant IC de 40 mA. Si 40 mA circulent dans une résistance de 330 ohms, sommes-nous capables de définir la chute de tension dans la 330 ohms et donc la tension restante entre le collecteur et l'émetteur? Allons-y. Prenons tout simplement VCC,
20 volts. Soustrayons la chute de tension de la résistance ARC, soit IC-ARC, le courant de 39,6 milli dans une 330 ohms, et il nous restera 6,93, presque 7 volts entre le VCE. C'est donc notre premier point d'opération que nous venons de calculer. Près de 40 mA pour environ 7 volts de VCE. Il faut maintenant se dessiner un petit graphique et nous allons placer ce premier point dans notre graphique. Le voici. Un peu moins de 40 mA pour un peu moins de 7 volts et nous avons notre point Q. Sur un graphique qui compare la tension VCE avec le courant IC. C'est à ce point-là que notre transistor fonctionne réellement. Lors de son opération, il se situe à ce point-là. Mais nous allons ensuite continuer avec nos deux hypothèses. Quels sont les deux extrêmes de fonctionnement? Quel est le point de blocage et quel est le point de saturation? Continuons nos calculs. Commençons par le point de blocage. Point de blocage, on se rappelle notre hypothèse, un transistor est bloqué lorsque, comme un interrupteur ouvert, il n'y a aucun courant IC. S'il n'y a aucun courant IC, est-ce qu'il y a une chute de tension dans la ARC? Bien sûr que non. Où se retrouve donc l'ensemble du 20 volts? S'il y a zéro courant IC, il y a donc zéro chute de tension IC-ARC. Il nous reste 20 volts, l'entièreté de la tension est aux bornes de mon transistor. Comme un interrupteur ouvert, toute la tension est à ces bornes. Nous avons donc déjà trouvé le point de blocage. 0 de courant et 20 volts aux bornes VCE. Allons le positionner dans notre graphique. 0 courant IC, 20 volts de VCE, notre transistor est bloqué. Allons à notre autre hypothèse, à l'autre extrême du transistor, s'il était saturé. Quelle est notre condition pour avoir une saturation? Une saturation, c'est comme un interrupteur fermé. Tout le courant peut circuler et il n'y a environ aucune chute de tension entre le collecteur et l'émetteur. Si nous n'avons aucune tension entre le collecteur et l'émetteur, comme un bout de fil, comme un court-circuit, eh bien, toute la tension de 20 volts se retrouvera où? Eh oui, aux bornes de notre résistance ARC. Nous pouvons donc facilement calculer notre point de saturation. S'il n'y a aucune chute de tension VCE, nous avons donc toute la tension VC dans une résistance de 330 ohms, 20 volts divisé par 330 nous donne 60,6 mA. En saturation, il y aura 60,6 mA qui va circuler du collecteur à la masse. C'est notre point de saturation que nous allons placer dans notre graphique. 60 et quelques milliampères ici, avec aucune tension VCE. Voici notre point de saturation. Nous savons que notre point Q se situe quelque part sur cette ligne, à ce point-ci, environ 40 mA, avec environ 7 volts de VCE. En traçant notre droite, nous voyons que les trois points se relient, ce qui confirme
qu'on a fait des calculs adéquats. Maintenant qu'on a ce graphique, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on peut analyser ce graphique-là? Eh bien, si on y pense, on se situe ici à environ 40 mA. Nous pouvons monter jusqu'à environ 60 avant d'être saturés. Mais nous pouvons descendre jusqu'à près de 0 avant d'être bloqués. On peut donc dire qu'on a ici un delta, une variation possible d'exactement 21 mA. Alors qu'ici, nous avons une variation possible de 39,6 mA. Si on injecte un signal AC, qu'est-ce qu'on a dit? Il fallait le voir comme un signal qui allait se superposer à la tension DC. La droite de charge ici que nous analysons est entièrement en lien avec la polarisation DC. Qu'est-ce qui arrive si on ajoute une forme d'onde AC? Si on branche un micro et qu'on se met à parler dans le micro, eh bien, on va faire bouger le point Q tout au long de cette droite. Un peu comme ceci. Si j'envoie une forme d'onde AC comme ça, qui va vers le négatif et ensuite vers le positif, eh bien, on voit que je pourrais descendre beaucoup plus avant d'atteindre le blocage, alors que je ne pourrais pas monter autant avant d'atteindre la saturation. J'aurais ici une forme d'onde qui pourrait donc atteindre la saturation et ensuite mon transistor ne peut plus être davantage passant. Il est saturé déjà au maximum. On aurait donc une distorsion de notre forme d'onde, ce qu'on appelle un écrêtage. Dans notre exemple, ça se situe en saturation, mais si notre point Q était très proche du blocage, ce serait la forme d'onde négative ici qui serait écrêtée. Et c'est la raison pourquoi, lorsqu'on définit notre polarisation, nous devons tenter d'avoir un point Q qui est centré sur notre droite de charge. Si le point Q était parfaitement au centre ici, nous pourrions avoir autant d'amplification positive que négative. Notre point pourrait varier sur la droite sans atteindre la saturation ou le blocage et donc être écrété. C'est comme ça qu'il faut voir notre droite de charge. C'est la raison pour laquelle nous devons définir un point Q centré. C'est pour éviter un écrêtage en ayant une plage d'opération qui est donc réduite. Si vous avez bien compris la méthode pour tracer une droite de charge, vous devriez sans problème être capable de réaliser cet exercice. C'est un exemple très semblable avec des valeurs différentes et je vous encourage donc à prendre le temps, sur une feuille quadrillée, à tracer le graphique pour trouver cette droite de charge avec son point Q, son point de blocage et son point de saturation. Lorsque vous aurez fait cet exercice, je vous encourage à partager vos réponses et vos résultats sur le canal Teams afin de vérifier avec vos collègues si vous avez obtenu les mêmes résultats. Bonne chance dans cet exercice. Continuons notre présentation. Il y a plusieurs façons de polariser un transistor. Quand on parle de polarisation, on parle justement de définir le point Q. Si la polarisation, on parle de la tension DC. Il y a plusieurs façons et plusieurs types de circuits qui peuvent permettre de fixer
le point Q sur notre droite de charge. Nous allons voir 4 types de polarisation, mais seulement une d'entre elles sera importante à se remémorer et être capable de faire l'ensemble des calculs, et nous allons voir laquelle. Commençons par la plus simple. La polarisation par la base. Même si nous n'allons pas faire dans les examens ou dans la majorité de nos exercices des calculs très poussés sur les autres polarisations, il faut absolument se remémorer les types de polarisation. Donc, vous devriez être capable de regarder un circuit et de définir s'il s'agit d'une polarisation par la base ou d'un autre type de polarisation. La polarisation par la base, comme vous pouvez voir, applique une tension directement à la base au travers d'une résistance. Le deuxième type de polarisation est celle par diviseur de tension. C'est celle que nous allons rencontrer le plus fréquemment et nos exemples et nos calculs mathématiques seront basés sur la polarisation par diviseur de tension. C'est celle qui offre le plus d'avantages et le moins d'inconvénients, et donc c'est celle que vous allez voir le plus fréquemment dans les circuits que vous allez analyser dans toute votre carrière. Nous la remarquons par un diviseur de tension à la base du transistor. Il y a bien sûr une tension de polarisation, mais il y a 2 résistances avec une masse en bas, ce qui fait que nous allons fixer une tension DC à la base. Il faut reconnaître d'un premier coup d'œil le diviseur de tension ici. La troisième polarisation peut être, au premier abord, ressemblant à la polarisation par la base, celle qu'on appelle rétroaction au collecteur. Mais vous voyez que la connexion, au lieu d'être directement à la source, est en dessous de la résistance du collecteur. Ça semble minime comme différence, mais ça change pour beaucoup. Nous allons le voir un peu plus tard, quelle est la différence de ce circuit. Et la dernière polarisation est celle qu'on appelle polarisation par l'émetteur. Au premier coup d'œil, vous remarquez qu'il y a ici non pas la masse, mais une tension négative à l'émetteur, la tension VEE. Il y a une tension au collecteur, VCC, mais la base, au lieu d'être alimentée par une tension, c'est elle qui est fixe à la masse et qui est donc fixe à 0 volts. Vous pouvez remarquer ce type de polarisation fréquemment dans des circuits qui vont être alimentés en plus 15, moins 15, comme des circuits qu'on retrouve sur des cartes d'ordinateur ou des choses comme ça, qui sont fréquemment polarisés par l'émetteur. Les circuits nécessitant du plus 15, moins 15 donnent une bonne déduction que c'est probablement des polarisations par l'émetteur qui fonctionnent dans ce circuit. Soyez sûr de reconnaître ces 4 types de polarisation et d'être capable de les nommer d'un simple coup d'œil. Regardons maintenant un peu plus en détail chacune d'entre elles. Commençons par la polarisation par la base. Son principal avantage est qu'il n'y a qu'une seule alimentation, l'alimentation VCC. Par contre, c'est le type de polarisation que nous avons travaillé depuis le début de la présentation d'aujourd'hui. Et si vous avez remarqué, à chaque fois que nous faisions nos calculs, une tension ici, moins 0,7 qui donne un courant par rapport à la résistance RB, un courant qui est multiplié par le bêta CC
pour donner le courant IC. C'est ce que nous avons dans cette formule ici. Les formules en jaune sont les formules qui sont, selon moi, importantes à se remémorer ou à inscrire sur votre feuille de notes. Le courant IC est donc la tension VCC moins la chute de tension de 0,7, la tension VBE, divisé par le courant ARB. Ce qui nous donne ici, entre les parenthèses, en fin de compte, le courant IB, qui est multiplié par le βCC pour donner le courant IC. Ça semble beau, mais le facteur BCC est malheureusement très instable dans la plupart des transistors. Si vous regardez une fiche technique, le BCC est fréquemment compris entre quelque chose, je donne un exemple, 50 et 150, ou de 100 à 200. Il y a une très grande variation du facteur BCC, même si le transistor a été fabriqué le même jour dans la même usine. C'est donc le désavantage principal de la polarisation par la base. Le point Q est extrêmement dépendant du facteur BCC. On le voit dans notre formule. Le point Q, et donc la valeur du courant IC, est très dépendante du courant BCC. Si je multiplie par 50 ici ou par 100, ça change énormément le courant IC. C'est donc une polarisation très simple, mais avec une limite dans sa stabilité. Le point Q n'est pas stable. Il varie beaucoup et dépend du facteur BCC. Je vous mets ici les autres formules qui peuvent être importantes, mais ces formules, vous devriez être capable de les déduire. Avec l'expérience que vous avez maintenant en électricité, vous devriez être capable de déduire ces formules qui sont entièrement tirées de la loi d'Ohm, tout simplement. Continuons. Regardons la polarisation par l'émetteur. La polarisation par l'émetteur, on la reconnaît ici par une tension d'émetteur négative, moins VEE. Alors qu'ici, nous avons une tension positive VCC. Entre les deux, entre le collecteur et l'émetteur, nous avons donc, on pourrait dire, l'addition des deux tensions si on prend la valeur absolue de VEE. Ce sont les deux barres ici, si vous vous rappelez, les barres à côté de VEE signifient valeur absolue. Donc, si j'ai plus 15 ici et moins 15 ici, quelle est la tension entre les deux? C'est bien 30 volts. De plus 15 à moins 15, on a 30 volts au total. La formule complète, précise, on pourrait dire, pour calculer le courant IC serait, dans le cas présent ici, la tension VEE en valeur absolue moins la tension VBE d'environ 0,7 et il nous resterait donc entre la masse de 0, la résistance ARB et la résistance ARE. Par contre, nous ne pouvons pas diviser directement la tension restante si, par exemple, juste pour donner des chiffres, on avait ici moins 15, donc en valeur absolue 15 volts, moins 0,7, c'est vrai qu'il y a 14,3 volts entre ces deux endroits. Mais rappelez-vous que la résistance ARB ici laisse circuler un courant beaucoup plus petit que de l'autre côté. Il y a le facteur BCC encore à prendre en compte.
le courant de ce côté ici du transistor sera toujours BCC fois plus petit, alors que le courant ici, au collecteur et à l'émetteur, sera toujours BCC fois plus grand. Pour ma part, afin de simplifier ma compréhension et de m'en rappeler, je me dis toujours que quand on regarde du côté de la base, la résistance est donc BCC fois plus petite que la résistance à l'émetteur ici. La formule complète serait donc celle-ci. La tension entre les deux bornes divisée par la résistance ARE et la résistance ARB, mais qui est BCC fois plus petite. Donc, ARB divisé par BCC. C'est une formule, par contre, qui n'est pas nécessairement utile à se remémorer, étant donné que la résistance ARB, ici, divisée par BCC, vous allez voir qu'elle est très petite et habituellement négligeable. Dans la majorité de nos calculs, si la résistance ARE est beaucoup plus grande que le facteur ARB divisé par BCC, nous allons complètement négliger la petite chute de tension dans la résistance ARB, qui est très négligeable, et la vraie formule à se remémorer, si vous devez écrire une formule sur votre feuille de notes, c'est tout simplement la tension absolue VEE moins le point 7 ici, donc moins VBE, divisé par la résistance ARE. Et on néglige la résistance ARB, ce qui nous donne cette formule ici en bas. Quel est l'avantage et l'inconvénient de ce circuit? Est-ce que vous remarquez que dans ma formule ici en bas, le facteur BCC n'est même plus présent? Nous l'avons éliminé de notre formule alors qu'en vrai, il y a très peu de variations, même si on le considérait. Ce qui veut dire que le facteur BCC, même s'il varie beaucoup entre deux transistors, n'influencera presque plus mon courant IC. J'ai donc amené mon point Q beaucoup plus stable. Je néglige maintenant l'effet BCC. Je n'ai même plus à aller le regarder sur ma fiche technique, tellement il est négligeable. J'ai un désavantage par contre. Un désavantage qui peut quand même être considérable. J'ai besoin de deux sources d'alimentation. Une tension positive et une tension négative. Ça amène donc d'autres considérations. Encore une fois, je vous mets la formule pour la tension VCE en bas, mais vous devriez être capable encore de la déduire. Je ne vais donc pas la commenter, je vous encourage à la lire. Vous devriez être capable de la déduire, étant donné que ce n'est que l'application de la loi d'Ohm. C'était notre polarisation par l'émetteur. Allons maintenant pour notre polarisation préférée. Vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de désavantage à cette polarisation, outre le fait d'avoir besoin d'une seconde résistance, et vous savez tous qu'une résistance vaut peut-être quelques sous, donc ce n'est vraiment pas une valeur très grave à ajouter, d'ajouter une deuxième résistance. Nous avons l'avantage d'avoir une seule alimentation positive, des masses en bas, et nous allons nous rendre compte que pour ce circuit aussi, pour cette polarisation aussi, notre point Q est assez stable. Nous allons, nous aussi, encore une fois, négliger le facteur BCE. En gris, ici, formule que je ne vous demande pas de vous remémorer, mais je vous la mets quand même, c'est la grosse formule plus complexe qui inclut le facteur BCC
si on veut ne rien négliger dans notre circuit. Par contre, lorsque le BCC et la résistance RE, vous vous rappelez que de l'autre côté du transistor, je vais multiplier, ma résistance est BCC fois plus grande. Si la résistance BCC fois RE est beaucoup plus grande que ma résistance R2, elle n'influencera presque pas le courant IC, qui sera entièrement donc défini par mon diviseur de tension. Et vous allez voir que dans notre cours, nous allons toujours utiliser la formule d'en bas. Et nous allons donc toujours négliger le facteur BCC. La formule à appliquer est donc relativement simple. Nous avons une tension VCC dans un diviseur de tension. Quelle est donc la tension aux bornes de R2? C'est équivalent à la tension appliquée à la base. Il nous reste ensuite simplement à soustraire le 0,7 volts et nous avons la tension appliquée à l'émetteur. Regardons dans notre formule. Vous voyez ici R2 sur R1 plus R2 fois VCC. C'est ce qu'on vient de dire. Quelle est la tension aux bornes de la R2? Quelle est la tension à la base ici? Sans utiliser la formule, vous devriez être capable de faire ce petit calcul. VCC multiplié par R2 sur l'addition de R1 et R2. Ça me donne une tension à la base ici. Si on soustrait la tension VBE de 0,7 ici, je me ramasse donc avec une tension fixe à ma résistance d'émetteur. Une tension dans une résistance me donne un courant, et c'est bien ça que j'ai ici, la tension étant le facteur en haut, et ma résistance étant le facteur en bas. Je divise la tension ici par la résistance, et ça me donne le courant IE. Ce n'est pas exactement le courant IC, mais si vous vous rappelez, au début de notre présentation, on a dit qu'il était important de négliger la différence entre le courant IE et le courant IC. Il y avait peut-être un facteur d'1%, peut-être de différence, et donc, pour nous, le courant IE est égal au courant IC. On peut donc dire que on a trouvé de cette façon le courant IC. Faites attention, lors des examens, il y a environ près du quart des élèves qui vont utiliser la tension aux bornes de la R1 comme étant la tension à la base. Faites très attention. Il faut utiliser la tension présente aux bornes de la résistance R2. C'est bien elle qui est appliquée à la base. C'est donc R2 sur R1 plus R2. Et encore une fois, si vous prenez cette formule et que vous la copiez dans votre feuille de notes et que vous l'appliquez sans y réfléchir, et que je vous donne un circuit qui est ici écrit R44 et R37, ou que j'inverse R2 et R1, que je mets R2 en haut et R1 en bas, ce n'est que la nomenclature, ce n'est que le nom de la résistance. Vous devriez être capable de voir d'un simple coup d'œil que c'est la tension aux bornes de la résistance ici, qui est à la base, moins 0,7 divisé par RE. Et voilà. C'est comme ça qu'on calcule le point Q, donc le courant IC, pour notre diviseur de tension. Et c'est un calcul que vous devez être capable de faire facilement. Un coup qu'on a un courant ici, IC, est-ce qu'il est facile de trouver les chutes de tension?
et donc la tension résiduelle dans VCE? Eh bien oui, je vous mets la formule ici en bas, mais vous devriez être capable de le déduire simplement en appliquant la loi d'Ohm. Allons-y pour notre dernière polarisation, la rétroaction au collecteur. Cette polarisation a l'avantage d'avoir un point Q très stable. Et on va voir pourquoi. Vous voyez que la formule ici n'est pas en jaune. C'est parce que je ne vous demanderai pas de vous remémorer ni de faire aucun calcul avec cette polarisation. La seule chose qui est importante, c'est de comprendre son fonctionnement et pourquoi est-ce qu'elle amène un point Q très stable. C'est une rétroaction qui s'auto-stabilise. C'est un peu de là que vient le terme rétroaction. Rétroaction, on pourrait dire qu'elle se stabilise elle-même. Qu'est-ce qui se passe au final pour avoir le courant IC ici? Eh bien, j'ai la tension VCC qui circule au travers de mes deux résistances ici, moins la tension VCE, donc VBE, désolé, donc VCC moins VBE, moins 0,7, divisé par mon réseau de résistance. Il y a la résistance ARC et la résistance ARB que vous vous rappelez, comme elle est du côté de la base, elle est BCC fois plus petite. Donc ARB divisé par BCC. Encore une fois, vous voyez que ce terme ici est relativement négligeable. Mais qu'est-ce qui est important de comprendre? C'est le principe de rétroaction. Donc, comme je vous dis, sans faire de calcul avec cette polarisation-là, on va s'imaginer deux hypothèses. Qu'est-ce qui arrive si le βCC augmente? Bon, par définition, si le βCC augmente, eh bien le courant IC augmente. Un certain courant de base multiplié par BCC va faire un courant IC. Et donc, si le BCC augmente, le courant IC augmente. Si le courant IC augmente, est-ce que la chute de tension dans la résistance ARC augmente? Bien oui. Il y a donc une plus grande chute de tension ici. S'il y a plus de chute de tension, il reste moins de tension ici. Il reste moins de tension à la base. Et s'il y a moins de tension à la base, il y a moins de courant à la base. S'il y a moins de courant à la base, il y a moins de courant IC. Donc, si vous me suivez, plus le courant IC augmente, plus le courant IB diminue, ce qui fait diminuer le courant IC. Le courant IC s'auto-stabilise. S'il essaye d'augmenter, il va lui-même se freiner. C'est ce qu'on appelle le principe de rétroaction. C'est un principe très intéressant dans cette polarisation-là, ce qui permet d'avoir, en fin de compte, un point Q extrêmement stable, le plus stable de toutes nos polarisations. Une toute petite variation du courant IB va amener une variation du courant IC, mais sera restabilisée ici parce que la chute de tension dans la résistance ARC va augmenter ou diminuer, ce qui compensera le courant IB et donc le courant IC s'auto-stabilise. Prenez le temps de refaire la déduction. De la façon que je le dis, évidemment, ça peut sembler mélangeant au premier coup, donc prenez le temps de refaire cette logique vous-même. Qu'est-ce qui arrive si le courant augmente, si le BCC augmente, et vous devriez être capable de déduire
le principe de rétroaction. Cette rétroaction assure donc une stabilité, peu importe le BCC, même si le BCC varie. En point comme ça, en petite parenthèse, rappelez-vous que le BCC d'un transistor, en plus de varier énormément entre deux transistors, il varie avec la température. Si le transistor devient de plus en plus chaud ou de plus en plus froid, le BCC va varier avec la température. Et on le sait qu'un courant qui circule dans un transistor va dissiper une puissance. Une puissance, c'est de la chaleur. Des watts, c'est de la chaleur. Le transistor, donc, va chauffer un peu au fur et à mesure qu'il travaille, au fur et à mesure qu'il est alimenté. Et donc, le facteur BCC va varier au fur et à mesure que le transistor chauffe juste parce qu'on l'utilise. Cette rétroaction-là permet donc d'éliminer même les variations de température. Maintenant que nous avons vu nos 4 polarisations, polarisations que je vous rappelle que vous devez être capable de reconnaître d'un simple coup d'œil, nous allons faire un exercice mathématique, un calcul avec notre polarisation par diviseur de tension. Vous avez ici un circuit complet avec un diviseur de tension à l'entrée à sa base, une tension de 12 volts, et on se demande quel est le courant IE, courant IC qui est environ égal au courant IE, on s'en rappelle, et quelle serait la tension aux bornes de VC. C'est un exemple que vous devriez être capable de faire assez facilement. Je vous laisse faire pause à cette vidéo et revenir par la suite pour les réponses. Je vous encourage évidemment à partager vos réponses et votre méthode avec vos collègues sur le canal Teams. Allons-y pour les réponses. Si vous avez bien calculé, nous devrions trouver un courant IE de 2,54 mA et une tension VC. Attention, ce n'est pas la tension VCE, c'est la tension VC, donc entre le collecteur et la masse, d'environ 3,62 volts. Comment est-ce que nous avons fait ça? Je vais vous montrer une méthode très approximative. Si j'ai 12 volts ici, dans mon diviseur de tension, dans 10 cas par rapport à 22 cas, combien il me reste de tension ici? Bien, environ le tiers. Donc, environ quelque chose comme 4 volts. 4 volts, un peu moins de 4 volts. 4 volts moins la chute de tension de 0,7, il doit me rester quelque chose comme environ 3 volts. 3 volts dans un cas aurait fait 3 mA, mais 3 volts dans 1,2 cas va faire un peu moins de 3 mA, 2,5 ou environ 3 mA, quelque chose comme ça. S'il y a environ un peu moins de 3 mA qui circulent comme ça ici, un peu moins de 3 mA dans une résistance de 3,3 K me fera quelque chose autour de 8 ou 9 volts peut-être de chute de tension. Il me restera donc ici 12 volts moins peut-être 8 ou 9 volts, quelque chose aux alentours de 3 ou 4 volts de VC. Vous voyez, je vous ai démontré une méthode de calcul mental très simplifiée, en négligeant beaucoup de détails et beaucoup de calculs, mais je me suis quand même rapproché beaucoup de la réponse. Il devrait avoir de 3 à 4 volts à VC et la vraie réponse est 3,62. En étant capable de faire ce calcul mental,
je suis maintenant persuadé que si je veux faire le calcul de façon précise, je vais être capable de comprendre si je fais une erreur. Si je me ramasse ici avec 10 volts, je le sais que j'ai fait une erreur quelque part dans mes calculs. C'est toujours donc important, moi je vous le conseille fortement, d'être capable de faire une approximation rapide dans vos calculs. En quelques secondes, vous avez vu, j'ai pu déduire qu'il y a 3-4 volts peut-être à AVC. Et en faisant les calculs, j'ai bien trouvé qu'il y a exactement 3,62. Je vous encourage donc à faire cet exercice. Si vous n'avez pas trouvé les bonnes réponses, je vous conseille fortement de recommencer vos calculs, étant donné que c'est le type de calcul important à être capable de faire dans notre cours. Continuons avec un deuxième exercice. Et cette fois-ci, vous voyez que j'utilise un transistor différent. Au lieu du transistor NPN, j'utilise maintenant un transistor PNP. P pour pénètre, la flèche qui pénètre le transistor, transistor PNP. Ça semble intimidant au début, mais si on y réfléchit, la méthode est la même. Les principes demeurent les mêmes. Il faut juste faire bien attention à nos tensions aux différents endroits. Comment est-ce qu'on va calculer ceci? Je vous donne juste la méthode et ensuite je vous laisse faire le calcul avant de vous donner la réponse. Encore une fois, comme c'est un diviseur de tension, je peux définir la tension ici. J'ai 12 volts en haut, 2,2 K, 4,7 K et la masse ici. Je devrais donc avoir environ le 2/3 de ma tension ici. Si environ, je me ramasse avec peut-être le 2/3 de la tension ici, peut-être 8 volts ou quelque chose comme ça. De ce côté ici, il y a eu une chute de tension de 0,7. Ce qui veut dire que dans le sens de la flèche, j'ai perdu 0,7. Ce qui veut dire que avant ma flèche, j'ai 0,7 de plus. Si j'avais ici 8 volts et quelques, et que j'ai donc 0,7 de plus ici, on peut déduire que j'ai peut-être aux alentours de 9 volts ou quelque chose comme ça. Si j'ai 12 volts en haut ici, et que j'ai aux alentours de 9 volts peut-être, très sommairement ici, est-ce que je peux trouver le courant dans la résistance RE? Combien de tension est-ce que j'ai donc aux bornes de RE si j'ai, disons, 12 ici et 9 ici? Est-ce que je peux, maintenant que j'ai la tension ici, définir un courant? Et quelle est ma question finale? C'est la tension VC ici. Le courant IE et le courant IC, on le sait qu'il est environ identique. Si je détermine le courant dans cette résistance-ci, c'est environ le même que le courant dans cette résistance-ci. Un courant dans une résistance, est-ce que je peux trouver la tension ici aux bornes de ARC? Eh bien, vous devriez être capable, avec cette explication, de me trouver en effet la tension VC qui se retrouve donc aux bornes de ARC. C'est un calcul un peu plus complexe. Prenez le temps de bien comprendre la façon dont ça fonctionne pour être sûr d'être capable de calculer autant un transistor NPN qu'un transistor PNP. Je vous encourage encore à faire pause à notre vidéo avant que je vous dévoile la réponse. Allons-y. Eh bien, il y aurait 3,13 mA exactement.
Je n'étais pas très loin avec mon 3 volts dans une 1K qui donne donc 3 milli. J'étais quand même assez proche par mon approximation. Je vous encourage donc à être capable de faire ce genre d'approximation. En calcul précis, j'ai vu qu'il y avait 3,13 mA qui circulent ici. S'il y a 3,13 mA dans une 2.2K, j'ai bel et bien environ ici 6,89 volts. Dans les deux exemples qu'on a faits, est-ce qu'on a utilisé le facteur BCC? Eh bien non. Dans aucun des deux exemples qui utilisent le diviseur de tension, on a eu besoin du facteur BCC. Dans les deux cas, nous l'avons négligé. Ce qui veut dire que même si je dois remplacer le transistor par un équivalent, mais qui a un facteur BCC légèrement différent, ou si la température de mon circuit varie et mon BCC varie, ça n'influence pas ma polarisation. Avantage considérable d'une polarisation par diviseur de tension comparativement à la polarisation par la base. Ça conclut notre exercice. Nous allons maintenant entrer dans une petite analyse de circuit. Analyse de circuit qui est, pour ma part, la partie la plus intéressante. C'est là qu'on se rend compte que la compréhension est la plus importante et que les calculs peuvent être nécessaires lorsqu'on fait de la conception ou lorsqu'on fait un dépannage très précis, mais que dans la majorité des cas, ce sont les principes qui sont importants de se remémorer. Regardez ce circuit. C'est un circuit qu'on appelle un circuit de verrouillage, ou en anglais, latch. Quel est le rôle de ce circuit? Eh bien, c'est d'allumer une LED, ici, donc une diode électroluminescente qui émet de la lumière, qui serait mon indicateur d'alarme. Une lumière rouge qui allume pour indiquer qu'il y a une alarme. Et j'aurai à l'entrée, ici, un signal d'alarme qui proviendrait de un peu n'importe où, d'un autre circuit ou peut-être d'un bouton poussoir de l'opérateur qui appuie lorsqu'il y a une alarme sur son système. Peu importe l'arrivée, lorsqu'il y a une alarme, il y a une tension de 5 volts qui serait appliquée ici. Tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas d'alarme, il n'y a pas de tension à cette borne. Prenez le temps d'analyser ce circuit. Vous pouvez encore, je vous conseille, faire pause à toutes les fois que nous avons une analyse de circuit pour essayer de résoudre l'énigme par vous-même. C'est un circuit que vous êtes capable, avec les connaissances que vous avez, vous êtes entièrement capable de déduire le fonctionnement de ce circuit à son état initial, quel est l'état des transistors, et lorsque l'alarme se déclenche, quel est l'état des transistors. Allons-y pour l'explication. Initialement, si le signal d'alarme n'est pas présent, il n'y a pas de courant ici, et donc ce transistor est bloqué. Il est en mode, probablement, blocage. Aucun courant, bloqué, et donc, toute la tension devrait être à ses bornes, comme un interrupteur ouvert. C'est comme si ici, le circuit était ouvert. J'ai une source de 9 volts ici. 9 volts qui, initialement, va arriver dans ma résistance, va arriver dans mon autre résistance. Est-ce que le circuit peut rejoindre la masse? Eh bien non, mon interrupteur est ouvert ici, mon transistor est bloqué. S'il n'y a pas de courant, est-ce qu'il y a des chutes de tension dans mes résistances?
non plus. Le 9 volts se ramasse où? Il y a 9 volts, 9 volts, 9 volts, encore 9 volts, encore 9 volts, 9 volts ici, et 0 de l'autre côté. Tout le 9 volts est aux bornes de mon transistor, comme un interrupteur ouvert, comme si le fil était coupé ici. Quel est alors l'état de mon transistor Q2? Le transistor Q2, comme vous voyez, est un autre type, le PNP. Qu'est-ce que ce transistor a besoin pour être passant? Eh bien, il veut un courant qui circule dans le sens de la flèche, avec une chute de tension de 0,7, comme s'il y avait une jonction diode ici. On a dit que j'avais 9 volts, 9 volts, 9 volts ici, donc 9 volts ici, 9 volts partout ici, pas de chute de tension car il n'y a pas de courant, donc 9 volts aussi ici. J'ai donc 9 volts à la base et 9 volts ici à l'émetteur. Est-ce que mon transistor est content? Est-ce qu'il y a sa chute de tension ici? Est-ce qu'il peut devenir passant? Eh bien non. Il n'a pas son 0,7 volts de chute. Il n'y a donc aucun courant qui circule. Il est lui aussi bloqué. S'il est bloqué, est-ce que le 9 volts qui est ici est encore présent de l'autre côté? Eh bien non. Comme un interrupteur ouvert, il y a donc 0 volts ici. 0 volts, 0 volts dans ma lumière. Ma lumière est éteinte. C'est mon état initial. 0 volts à ma lumière lorsque je n'ai pas de signal d'alarme. Maintenant, si j'applique un signal d'alarme de 5 volts, j'ai une tension qui s'en vient ici et qui vient alimenter mon transistor. Nous considérons, sans même faire de calcul, que cette tension, et donc le courant de base, sera suffisant pour rendre mon transistor passant. Faisons l'hypothèse qu'il deviendra même, c'est peut-être pas le cas, mais qu'il deviendra peut-être même saturé. Ce qui veut dire qu'il deviendra peut-être comme un court-circuit. Avec la tension suffisante ici, il va devenir complètement passant. Il n'y aura plus de chute de tension ici, c'est comme si c'était un bout de fil. Refaisons notre déduction. Si ici, c'est comme un bout de fil qui s'en va à la masse, j'ai 9 volts qui arrive ici, et qu'est-ce qu'on voit maintenant ici? L'équivalent d'un diviseur de tension, parce que j'ai ma masse qui est en bas. Qu'est-ce que je vais avoir comme chute de tension entre les deux résistances qui sont identiques? On peut déduire qu'il y aura donc 4,5 volts entre les deux. 4,5 volts vont chuter dans la 10K et l'autre 4,5 va chuter dans la 10K, considérant qu'il y a environ aucune tension aux bornes de mon transistor qui est saturé et notre masse en bas. Si j'ai 9 volts ici et peut-être 4,5 volts ici, est-ce que mon transistor est content? Est-ce qu'il y a donc 0,7 là, entre les deux et même plus encore? Est-ce qu'il y a donc un courant qui peut circuler comme ça? Eh bien oui. Cette fois-ci, il peut avoir un très grand courant qui peut circuler entre mon émetteur et la base, étant donné qu'il y a 9 volts ici et moins de tension ici. J'aurai donc ma chute de tension et le courant va circuler. Si le courant circule ici, mon transistor devient passant, probablement même saturé. On considère alors que c'est comme un court-circuit entre les deux bornes collecteur-émetteur. Le 9 volts qui est présent ici passe au travers notre équivalent de court-circuit et peut donc alimenter ma LED. Ma LED sera donc allumée. Mon lumière d'alarme sera allumée. C'est le fonctionnement de base. Mais nous avons
un autre petit aspect à notre circuit. Aspect qui va créer le verrouillage de notre circuit. La tension de 9 volts qui va traverser mon transistor Q2 va alimenter ma LED. Mais en plus de ça, qu'est-ce que cette tension de 9 volts va pouvoir venir faire? Elle va pouvoir être appliquée à la base et conserver mon transistor Q1 passant. Et ça, même si j'arrête et je coupe mon signal d'alarme. Ce qui veut dire que mon signal d'alarme, si c'est un bouton poussoir de l'opérateur de la machine ne doit qu'appuyer une seule fois sur le bouton d'alarme et va relâcher le bouton. Même s'il relâche le bouton ici, la lumière restera allumée. C'est donc un circuit qui va se verrouiller et dès que je vais appuyer une seule fois sur mon signal d'alarme, la LED restera allumée. Elle restera allumée jusqu'à quand? Probablement jusqu'à ce que j'appuie sur peut-être un bouton Reset, un bouton de désenclenchement de l'alarme. Et si vous regardez bien le circuit, ça pourrait très bien être mon interrupteur SW1. En ouvrant le circuit ici, je coupe l'alimentation 9 volts et tout mon circuit redeviendra donc à son état initial. J'ai donc un circuit d'alarme complet à verrouillage en utilisant 2 transistors, un circuit que vous êtes entièrement en mesure de comprendre et de déduire le fonctionnement. Continuons avec une autre analyse de circuit. Regardez ce circuit. Il semble différent, mais si on prend le temps de le regarder, il est presque identique. Il y a une seule ou 2 petites différences. Outre le fait qu'il est dessiné un peu différemment, ce circuit est exactement le même. C'est un circuit d'alarme à verrouillage exactement identique comme notre premier, à 2 petites exceptions près. Encore une fois, vous voyez mon signal d'alarme qui arriverait ici, alimenterait ce transistor-ci, permettrait au courant de circuler dans mon diviseur de tension. Et oui, c'est bien notre diviseur de tension ici, formé des 2 résistances de 10K. Même si elles sont placées, on pourrait dire en forme de L ici, il faut être capable de voir qu'au point central, nous avons un diviseur de tension. Le circuit est donc le même. Première différence, on a omis le bouton de réenclenchement, le bouton Reset, mais c'est un détail pour l'instant négligeable. L'autre détail, par contre, c'est ce condensateur ici. Il y a un condensateur entre mon 9 volts et la base de mon diviseur de tension, juste avant mon transistor. À quoi est-ce qu'il peut bien servir? Je vous encourage à faire pause encore une fois et à tenter par déduction de comprendre la raison de ce condensateur-ci. Allons-y pour l'explication si vous avez compris. À l'état initial, le transistor est bloqué. Le transistor Q1 étant bloqué, le 9 volts est donc à ses bornes. On a dit qu'il y a donc 9 volts en haut, 0 volts en bas, comme un circuit ouvert, comme un interrupteur ouvert. Il y a donc 9 volts ici et 9 volts ici. Est-ce que mon condensateur est chargé? Eh bien non. Il y a 9 volts de chaque côté. Il y a donc
0 volt à ses bornes. Il est complètement déchargé. Il n'y a aucune tension dans mon condensateur. Les deux côtés sont à 9 volts. Il y a donc 0 dans mon condensateur. Quand je vais appuyer sur mon bouton d'alarme, ici, mon transistor Q1 deviendra passant. Et ma masse serait théoriquement appliquée ici. J'aimerais bien avoir 9 volts ici et 0 volts en bas. Par contre, pour faire ça, il faudrait que mon condensateur se charge avec 9 volts. Pour avoir 0 ici et 9 en haut, ça voudrait dire qu'il y aurait 9 volts à ses bornes. Il faudrait donc que le condensateur se charge jusqu'à 9 volts. Et qu'est-ce qu'on sait d'un condensateur? Un condensateur prend un peu de temps à se charger. Peu importe quel est le facteur de temps, on le sait que ça va lui prendre un peu de temps pour se charger. Ça ne sera pas instantané. Il va y avoir un délai. Eh bien, c'est ce petit délai-là que le condensateur vient créer. Ce qui veut dire que dans notre circuit, si par mégarde, je fais juste accrocher le bouton d'alarme ou qu'un faux signal ici, là, momentané à cause qu'il y a du bruit électrique, vienne très momentanément envoyer une petite tension, mon circuit d'alarme ne va pas se déclencher immédiatement. Il va avoir un petit délai, dépendamment des composants, peut-être une demi-seconde ou 0,1 seconde, quelques millisecondes peut-être, peu importe. Il y aura un tout petit délai avant que mon alarme s'enclenche, ce qui peut donc éviter les fausses alarmes. C'est l'ajout du condensateur qui crée ce petit délai-là et qui donc élimine les fausses alarmes de mon circuit ici présent. En dehors de cette différence, nous avons exactement le même circuit, dessiné un peu différent, mais avec une petite, on pourrait dire, immunité aux fausses alarmes. Encore une fois, c'est un circuit que vous êtes entièrement en mesure de déduire et d'analyser vous-même avec les connaissances que vous avez développées. Terminons avec un dernier circuit. Ce circuit un peu, encore une fois, étrange au premier abord, contient 5 transistors, le Q1, Q2, 3, 4 et 5. Nous avons une diode ici. Nous voyons la sortie du circuit, output. Une tension VCC en haut et une masse en bas. Et nous avons 2 entrées, l'entrée A et l'entrée B. Si on regarde le titre de ce circuit, c'est un circuit logique XOR. Si vous vous rappelez en numérique 1, c'est un circuit de porte OU exclusif. Ce qui veut dire qu'il faut avoir l'entrée A ou l'entrée B à 1 ou à 5 volts, donc un niveau haut à l'entrée A ou à l'entrée B, afin d'avoir un niveau haut à la sortie. Mais pas aux deux. Ce serait une porte OU standard, mais une OU exclusive. Rappelez-vous, il faut qu'il y ait un signal à l'entrée A ou à l'entrée B, mais pas aux deux à la fois. Allons-y pour notre explication. Donc ce circuit, un peu complexe au premier coup, doit être analysé avec un peu de légèreté, on pourrait dire. Il ne faut surtout pas commencer à faire beaucoup de calculs dans une analyse de ce genre-ci. Il faut rester au plus simple
pour comprendre le fonctionnement global du circuit. Commençons par nos deux entrées. Nos entrées représentent des entrées numériques et ont donc deux états possibles, soit 0 ou soit 5 volts. Si on commence par 0, 0. 0 volt à l'entrée A, 0 volt à l'entrée B. 0 volt à l'entrée A, est-ce que je peux polariser mon transistor Q2? Eh bien non. Il est donc bloqué. Est-ce que 0 volt à l'entrée B, ici, peut polariser mon transistor Q1? Eh bien non. Il est donc bloqué. Les deux transistors qui se rejoignent donc leur collecteur à ce point-ci sont donc bloqués. Qu'est-ce qu'on connaît d'un transistor bloqué? Eh bien, comme un interrupteur ouvert, toute la tension sera donc présente à ces bornes. Toute la tension sera donc présente ici. Il ne laisse pas passer le courant, ni l'un ni l'autre. Mon VCC sera donc bel et bien présent ici, à la base de mon Q3. J'aurai donc une tension élevée à la base de Q3. Est-ce que Q3 sera passant? J'ai une tension élevée ici, vers la masse ici. Eh bien oui, Q3 sera passant. Mon transistor Q3 étant passant, c'est un peu comme un bout de fil, comme un court-circuit. Si j'ai un court-circuit ici, est-ce que ma tension VCC, qui descend ici, qui passe ici, peut se ramasser de l'autre côté, ici? Eh bien oui. J'aurai donc une tension élevée, ici, à la base de Q5. Q5 sera donc passant et deviendra comme un court-circuit. Ma sortie sera donc appliquée à la masse et j'aurai donc exactement 0 volt à la sortie. 0, 0 donne 0. Qu'est-ce qui arrive si je mets maintenant 5 volts à mon entrée A, tout en conservant 0 à mon entrée B? Est-ce que 0 à l'entrée B peut polariser le Q1? Eh bien non. Q1 sera donc bloqué. Est-ce que 5 volts à l'entrée A peut polariser Q2? 5 volts ici. 0 volts de l'autre côté. Mon entrée B est à 0. Eh bien oui. 5, 0, mon transistor Q2 sera passant. Il y aura donc l'équivalent d'un court-circuit ici, un bout de fil. Et quelle sera donc la tension à la base de Q3? Comme maintenant le circuit est passant, il y aura une faible tension, presque 0, à la base de Q3. Q3, avec 0 volt à sa borne de base, sera donc bloqué. Qu'est-ce qui arrive si Q3 est bloqué? En équivalent de circuit ouvert. Eh bien, toute la tension VCC sera où? Arrêtera ici. Elle ne pourra pas aller de l'autre côté. Toute la tension se ramassera donc à la base de Q4. Est-ce que Q4 deviendra passant avec une tension élevée ici? Eh bien oui, Q4 sera passant et toute la tension VCC pourra donc, comme un court-circuit, aller à ma sortie. J'aurai donc un niveau élevé, un 5 volts à ma sortie, car j'ai mis 5 volts ici, 0 volts ici. J'ai 5 volts à ma sortie. Si j'inverse maintenant et que je mets 0 ici, mais 5 en bas, vous allez voir que le principe est le même. 0 volt ici, est-ce que Q2 sera passant? Non. Mais
Par contre, le 5 volts de mon entrée B va rendre Q1 passant. Q1 va devenir passant. En étant passant, j'aurai une faible tension ici, comme un circuit fermé, comme un bout de fil, comme un court-circuit ici. J'aurai donc une faible tension ici. Q3 sera bloqué. Et comme on vient de dire, Q3 étant bloqué, il y aura une tension élevée ici. Une tension élevée qui va polariser Q4. En polarisant Q4, en le rendant passant, mon VCC pourra aller à ma sortie. J'aurai donc 5 volts à ma sortie et je vais avoir appliqué 0 et 5 ici. L'autre condition de mon OU exclusif. La dernière condition, si j'ai 5 volts aux deux entrées en même temps, une porte OU exclusif ne devrait pas me donner de niveau haut à la sortie si mes deux entrées sont à 5 volts. Comment est-ce que ça va fonctionner? Si j'ai 5 volts ici, est-ce que je peux polariser Q2? Initialement, on se dirait, bien oui, j'ai une tension haute à sa base, mais quelle est la tension à son émetteur? Et c'est aussi 5 volts, car mon entrée B est aussi à 5 volts. Si j'ai 5 volts de chaque côté, est-ce que j'ai ma chute de tension de 0,7? Est-ce que mon transistor Q2 peut être passant? Eh bien non. Même chose pour Q1. Si j'ai 5 volts ici, mais que j'ai aussi 5 volts à son émetteur, je n'ai pas de chute de tension de 0,7, mon Q1 ne sera pas passant. Mes deux transistors seront donc bloqués. Qu'est-ce qui arrive si Q1 et Q2 sont bloqués? Ils ne laissent pas la tension passer. Comme un interrupteur ouvert, toute la tension sera à leur borne. Le VCC sera donc entièrement présent à la base de Q3. Q3 deviendra passant. En ayant Q3 passant, comme dans notre premier exemple, le VCC pourra circuler au travers Q3 et polariser Q5. En polarisant Q5, Q5 devient un court-circuit et ma sortie est appliquée à la masse. Nous avons donc 0 à ma sortie. J'ai donc prouvé le fonctionnement de ma porte OU exclusif avec cet tangencement de transistors un peu complexe, mais vous voyez, pour être capable de l'analyser, je ne suis pas rentré dans aucun calcul, je me serais complètement perdu si j'aurais voulu calculer chaque courant, chaque tension aux bornes de chacun de ces 5 transistors-là. Ma déduction passe uniquement par des niveaux hauts, des niveaux bas, des transistors passants ou des transistors bloqués. Et c'est suffisant pour l'ensemble de notre analyse. J'espère que vous avez trouvé satisfaisant d'analyser ce genre de circuit. Je les considère un peu comme des énigmes. La première fois que je vois ces circuits exactement comme vous, je ne les comprends pas, jusqu'à ce que je prenne le temps de les analyser. Je les vois comme une énigme à déchiffrer et j'espère que vous en développerez, vous aussi, une satisfaction. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent pour cette présentation. Au revoir à tous.